De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Aujourd'hui, le thème du balado, c'est un mot qu'on a inventé. Oui, le mot découvrabilité, mais c'est un mot, à ma foi, très important pour l'industrie musicale, tant pour les artistes que les entreprises. C'est vraiment ça qui fait rouler l'entreprise. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir une émission toute spéciale de Quoi tu parles avec un certain Pierre Gourde, DG de Métamusique. Bonjour. Bonjour. Joseph Plamondon, DG de InTempo. Hello. Et David Robquin, le seul non DG, mais il dirige quand même de façon générale plusieurs choses à la PCM avec la mise en marché. Et tu es aussi auteur, compositeur, interprète avec ton projet solo, David M, et un projet duo. Tu as des projets musicaux. En tout cas, ça va être intéressant parce que tu as plusieurs langues. Ça va? Il y a un pied de chaque bord. Ça va bien, vous, les gars? Yes. Très bien. On parle de découvrabilité, on va parler de données, on va parler de toutes ces choses-là. Puis j'aimerais commencer en faisant un retour dans le temps. Si on pense vers les fins des années 90, avant le gros virage numérique, pour parler de ce qu'était la découvrabilité, puis voir si certaines de ces choses-là tiennent encore la route aujourd'hui, en 2024, dans l'ère numérique qu'on vit. Avant, la radio. Oui, c'était encore gros, mais avant, à l'époque, c'était... La place pour découvrir la musique. On n'avait pas les Spotify, on n'avait pas tout ça. On se demandait, est-ce que la radio, selon vous, c'est encore une des premières places pour découvrir, évidemment, les artistes, mais aussi les gens qui travaillent en arrière de ces artistes-là, justement, pour faire avancer la machine? Sûrement moins qu'avant, en tout cas. C'est pas nécessairement la première place, comme ça l'a longtemps été, mais ça peut être encore un vecteur de découverte de temps en temps, de validation aussi d'existence dans certains cas. Mais c'est sûr et certain que c'est plus le véhicule que ça a déjà été, malheureusement. Il n'y a plus d'endroits consensuels où tout le monde a accès à la même musique en même temps, au même moment. Comme la télé non plus, d'ailleurs, il n'y a plus le rendez-vous télévisuel. Au Québec, on a de la chance d'encore avoir certains rendez-vous consensuels, ou en tout cas que beaucoup de gens y vont, mais ça a beaucoup changé. Les habitudes de consommation médiatique ont largement changé. Puis l'algorithmisation de la découverte musicale individuelle, au final, qui est individualisée par chacune des personnes selon ce qu'on a écouté la veille ou ce qu'on dans le passé, à tout le moins. Fait que oui, ça a beaucoup changé. Fait que la découverte, elle se fait plus comme dans les années 80-90, même 2000, même début des années 2000. Là, je vais passer la parole à mes collègues après, mais tu sais, avant, on allait au HMV, écouter il y avait des postes d'écoute, tu sais. Oui. Quand j'ai commencé mes premiers disques, on avait un poste d'écoute cette semaine au Archambault ou HMV. On était contents, on était fou comme la marde, excusez-moi l'expression, parce que c'était, finalement, on allait être visible par tout le monde, dans toutes les régions, surtout quand tu avais Archambault puis Renaud-Bré, ces affaires-là, tu étais soudainement partout au Québec, à grandeur du Québec au complet, visible et écoutable. Et on sait que ça, c'est un vecteur d'achat quand tu es écoutable. On a reproduit ça aujourd'hui. On met en avant l'écoute pour aller voir le show ou aller acheter le vinyle. T'sais. Mais c'était à grande échelle, puis là où les gens achètent, en fait. La découverte, elle se faisait au lieu d'achat. C'était fou quand même. En fait, je pense que ça dépend des artistes. Ça dépend des genres musicaux. Il y a des gens qui fonctionnent encore beaucoup par la radio. La découverte va se faire par la radio. Mais c'est, comme disait Pierre un peu, il y a moins de rendez-vous ou d'endroits où tout le monde est. Ça fait que les gros trucs très mainstream, là, tu sais, qui sont des incontournables pour tout le monde, on est beaucoup moins dans cette ère-là maintenant. Il y en a une couple qui apparaissent une fois de temps en temps, mais à cause qu'il y a une diversité de types de découvertes, la radio, la télé, certains médias, le web, même sur le web, les plateformes ne sont pas les mêmes. Fait que tout ça, ça vient jouer dans le fait que on est de plus en plus fragmenté. Donc, pour les artistes puis les compagnies d'aller chercher un public, c'est plus difficile parce que c'est fragmenté. Alors qu'avant, c'était comme, il y avait 3 postes de TV puis 4 postes de radio. Tu sais, c'était pas mal ça, puis on écoutait toute la même affaire. Fait que je pense que c'est plus ça, mais il y en a pour qui, il y a des genres musicaux pour qui la radio est hyper efficace dans le format. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, c'est des super places de découverte, puis ils vont aller chercher un public là. Comme il y en a d'autres, ça va être d'autres endroits.
Je pense que ça dépend vraiment du type de musique puis du type de public. Toi, David, évidemment, avec tout ce qui est la PCM, fait que beaucoup de la francophonie hors Québec, peu sont aussi les radios commerciales hors Québec francophones. Donc ça, c'est tout un autre enjeu avec les radios communautaires. Absolument. Souvent, pour des artistes émergents francophones hors Québec, c'est une des premières places que vous allez tourner, évidemment. Mais je pense qu'on peut pas faire un lien direct avec, on va dire, une entrevue radio, les fameuses tournées médiatiques qu'on voyait qu'on faisait tourner de chaque radio partout avec nécessairement une corrélation sur vos données de stream, sur des ventes de billets. Évidemment, on vend plus de CD. Pour toi? Ben, c'est sûr que, et puis c'est ça que disait Jacinthe, ça dépend c'est quoi ton public cible, où est-ce que tu as envie de te développer. Tu sais, par exemple, si on prend l'exemple de l'Ontario français, il y a quand même un fort réseau de radios communautaires qui est important. Donc, tu sais, si tu as envie de te développer dans l'écosystème franco-ontarien, c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Aussi, il y a des types de radios, on en parlait, mais tu sais, selon ton genre musical, selon le public que tu veux toucher, il y a aussi des radios qui adaptent très très bien leur contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu sais, qui font des capsules qui font que c'est pas forcément l'instant T où tu passes qui est important, mais c'est le fait de passer, puis qu'est-ce qui va rebondir avec ça. Donc ça, je pense que c'est très important, mais tout est vraiment une question de savoir à qui on parle, comment on veut leur parler, où on veut leur parler pour les rejoindre et faire vivre la musique. Je trouve ça super intéressant que tu parles de la radio, mais tu parles aussi du côté, évidemment, tout ce qui est médias sociaux. Tu es comme, ah oui, tu vas jouer, évidemment, la pièce va jouer, mais c'est les retombées ensuite qui peuvent être pertinentes par rapport justement aux réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu des fois pour vous des situations où il y a quelque chose, les gens ont découvert l'artiste ou l'entreprise ou le booking, puis après ça a booké des spectacles ou ce genre de choses-là. Est-ce que vous voyez ces retombées-là dans le monde de l'industrie musicale? Par rapport aux réseaux sociaux? Juste oui, pour par rapport aux réseaux sociaux ou plus par rapport à peut-être pas nécessairement conventionnel où tu dis, ah oui, cette publication-là, mais des choses que tu n'avais pas prévues, comme par exemple une radio qui disent, oh, on a fait jouer cette chanson-là, peu importe, ils sont en spectacle pour telle journée. Est-ce que vous voyez des retombées de ça? Moi, je dirais que moi, je suis moins dans le management et la gestion d'artistes directement aujourd'hui, là, on s'entend, mais je vois néanmoins que, parce que c'est quand même là que je viens à l'origine, là, en partie du moins, je vois l'impact qu'a eu la décision de Facebook d'enlever les nouvelles au Canada. Ça a sûrement eu un impact sur la pertinence même de faire des relations de médias aujourd'hui, parce que tu peux plus relayer l'entrevue média qui était généralement, puis je le vois sur d'autres, sur les projets que j'ai déjà eus, quand tu mettais une vraie entrevue d'un vrai média, ça partage. Tu sais, moi, j'ai travaillé, avant j'étais en la musique, c'est un drôle hasard, j'ai travaillé sur un spectacle, des spectacles de Noël, pour pas les nommer, ça juste un petit peu avant que j'arrive, puis je voyais la différence entre un post d'un blogueur versus un post d'un vrai média sur cette clientèle-là. Après, ça, c'est une clientèle très radio, là, qui aurait normalement bénéficié d'avoir la radio. Excusez-moi, je pense que moi, OK. Qui aurait bénéficié d'avoir la radio, parce que là, ça, j'ai vu la vraie interaction est arrivée à ce moment-là. On avait beau faire des beaux contenus, des affaires du genre, ce qui marchait, c'était les retombées du soleil, de la presse, des affaires du genre. Là, tu n'as plus ça. Fait que, tu sais, tu vas faire une retombée média, ben, ils auront beau faire le boulot, le bel article du monde, ça va être lu dans leur chiffre standard habituel. Puis là, on ne sait plus trop c'est quoi Puis en même temps, avant ça, quand on faisait de la radio, on ne savait pas quel impact ça avait concrètement non plus. Ça ne se mesurait pas. Il n'y avait rien qui se mesurait. N'oublions pas là, on parlait de comment c'était différent avant. Aujourd'hui, tu peux mesurer l'impact d'un post plus directement parce que tu vas avoir des pics de streams, tu vas avoir des trucs comme ça. Avant ça, je sais pas. Tu dis, mettez un billboard. Tu payais un billboard, tu dis, ben, on va voir. Ça va-tu vendre? Ben, si tu voyais les chiffres, si ça vendait ou pas. Mais c'était des ventes. Là, on avait les reportings à chaque semaine. Fait que, là, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment mesurable concrètement. C'est quoi l'impact concret de si tu prends un billboard, ça va peut-être avoir un impact sur ton stream. Mais néanmoins, c'est ça. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir des médias bloqués, ben, il y a moins d'interaction possible aussi. C'est ça. C'est toute la grosse. On est dans une drôle de situation en ce moment. Là. Je pense que aussi l'envers est vrai pour les radios. Je travaille dans une radio, puis je sais que tu as seulement un certain montant de monde qui peuvent t'écouter à une certaine heure. Son travail, peu importe, tu passes entrevue à 16h, puis tu travailles jusqu'à 17h, tu ne vas pas l'entendre. Fait que tu peux le mettre par la suite,
Là, veux pas, ça apporte des gens. Tu peux avoir, je sais pas, 20 000 abonnés sur ta page Facebook, mais ça veut pas dire que tu as 20 000 personnes en continu qui t'écoutent constamment. Fait que là, c'est comme, ça perd tout ça, puis veux pas, pour les salles de spectacle, pour toutes ces personnes-là qui veulent cette promo d'artistes-là, pour des revenus nets à eux autres, pour une vente de billets, mais là, la transition ne se fait pas. Fait que c'est un vecteur de promotion qui était très important, qui était très partageable aussi dans des réseaux. Tu fais un share sur Facebook, là, c'est hey, qui devrait, on va aller voir ça en chum. Mais là, il y a ça aussi qui affecte l'arrière-scène. Le fait de ne pas être présent sur Facebook, est-ce que les radios, là je pose une question pour le bénéfice de tout le monde, est-ce que les radios sont bloquées dans le partage des nouvelles ou est-ce que c'est une situation cas par cas, dépendamment de ce que les radios font. Si c'est une radio plus commerciale, musicale, il reste un peu plus à l'égard de tout ce qui est actualité, mais aussitôt que vous avez une émission d'actualité, ça vient enlever, brimer la présence. Ça, c'est là où c'est un enjeu quand même, parce que effectivement, les chums partagent, hey, on va-tu voir ce show-là, hey, ça a l'air bon. Ben, si tu perds ça, tu perds du reach potentiel, c'est sûr. Mais il y a une autre affaire aussi qui au niveau des médias, là, ça commence à changer, mais souvent, mettons qu'il y a un article sur le web avec une billetterie, qu'il y a un spectacle, il n'y aura pas le lien de la billetterie. Ouais. Ça va être écrit, ils vont être en spectacle à telle date, à telle place. Mm-hmm. Et ça, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de voir, tu sais, on peut optimiser de notre côté beaucoup en mettant des liens particuliers où on peut voir, par exemple, qu'un post sur un média social où on parle d'une tournée de show, on peut voir ça a cliqué plus, puis j'ai converti plus, ou en tout cas, ça a réussi à cliquer sur certains shows plus que d'autres, fait que je vais booster d'autres territoires. Ça va être la même chose pour des pre-saves ou quand tu partages tes liens du côté de ta nouvelle sortie, ce genre de choses-là. Mais à partir du moment où un média en parle, c'est super difficile parce que on peut pas voir c'est parce qu'ils ont cliqué puis ils sont passés par tel média, ils sont passés par telle radio, Fait que ça, c'est un des gros problèmes. C'est comme s'il y a beaucoup du média, je dirais, traditionnel qui a continué à utiliser le web de manière très traditionnelle. Alors qu'on pourrait traquer puis voir l'impact réel et probablement que ça servirait les médias plus que notre perception. Oui. Mais ils n'ont pas cette habitude-là, jamais, de mettre des liens cliquables qui vont mener au final. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas sortir de l'écosystème. Ils veulent qu'on reste, à l'instar de Facebook, qui veut qu'on reste dans son écosystème aussi. Puis c'est ça. Ça revient, on était suivi pour avoir vécu ces discussions-là. Il y a une époque, souvenons-nous peut-être, qu'il y avait des gens qui recommandaient d'avoir une page Facebook, c'est suffisant. Pas besoin d'avoir un site web, une page Facebook, c'est suffisant. Fait qu'il y a du monde là, qui n'ont même pas développé les outils. Fait ceux qui n'ont pas d'infolette, ceux qui n'ont pas de site web, ceux qui n'ont pas de ça. Puis même, les médias traditionnels ne maîtrisent pas toujours bien non plus les outils traditionnels. Les infolettes des médias traditionnels, c'est pas les plus optimisés au monde. Il y a un média, entre autres, que je reçois. Moi, il y a un lien cliquable par article, c'est lire plus. Puis c'est très distancé entre chacun des articles. Mais tu as du scroll pour voir 3 articles. Puis là, c'est même pas au complet. Parce que tu dis, les recevez-vous, vos infolettes, tu sais? Fait que ils ont tous été pris de cours, mais comme nous aussi, comme entreprise, là, toutes les entreprises ont été aussi un peu prises de cours. Moi aussi, là, quand j'ai dû retomber médias pour mettre la musique, je peux même pas les mettre, ça sert à rien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai un peu perdu tout l'intérêt d'utiliser ma page Facebook. À la limite, je vais sur LinkedIn, de toute façon, c'est plus là où on performe, nous, mais néanmoins, on n'a comme pas prévu, on n'a comme pas vu venir que le jour où ils tireraient à plug. Mais on l'avait tous dit, il y a tous les gourous du web, on l'a tous dit, faites attention, Facebook, ça ne vous appartient pas. Ils peuvent nous mettre dehors quand ils veulent. Que Twitter change de propriétaire, ça devient n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On est comme dépendant. C'est pas nous autres. On y va ou on n'y va pas. On est dans cette étape-là aussi, dans cette époque-là aussi, un peu pour tout le monde, là, globalement. La découvrabilité, ça s'est affecté forcément parce que tout ça, c'était un beau mélange. Tu allais sur Facebook, j'en vois plus de nouvelles sur Facebook. Évidemment, il n'y en a plus, mais souvenons-nous, il y en avait avant des nouvelles. On partageait quoi avant? Moi, je partage plus rien, personnellement. Une autre chose qui est peut-être à l'ancienne que j'aimerais toucher, c'est la fameuse découvrabilité
dans les années 80-90, je pense toujours à l'exemple de Rock Voisine parce que pour moi, c'est le meilleur exemple. C'est qu'il grattait sa guitare ici dans le marché Baye à Ottawa. Puis c'est le même qui a commencé à faire de la musique. C'est le même que, tu sais, même tous les films clichés qu'on voyait américains, c'est même que les gens se font je découvrir. m'en vais à New York, je m'en vais à LA, puis je vais avoir mon fameux big break. Mais là, ce big break-là ne se fait plus dépendamment de t'es dans quelle ville, c'est vraiment, ça se passe-tu plus sur les réseaux sociaux? Y a-tu encore de la place pour ces spectacles peut-être autoproduits, spectacles de rue, des chansonniers dans des bars où on se tourne vraiment tout vers les métadonnées puis c'est ça qui est roi? Non, faut Hey, non, le show, il faut le faire. Là. important. Alors, je pense par contre qu'on s'est structuré beaucoup et c'est un des problèmes, c'est qu'il y a moins d'espace pour ce genre de choses-là. Et moi, j'allais voir là, je me sens bien. J'allais voir des shows dans des centres d'achat. Il y a des artistes qui ont fait des carrières dans des centres d'achat, là. Ben oui. Ils étaient dans le mail. C'était ingrat, c'était épouvantable, là. Quand je pense, je me dis, mon Dieu, pauvres eux autres. Mais il y a des carrières qui se sont bâties comme ça aussi. Tu sais, fait que ce que tu racontes de Rock Voisine, c'est ça. Fait que, mais ça, on a abandonné ces pratiques-là pour plein de raisons. Industrielles, puis qu'on s'est structuré, c'était un petit peu plus, tu sais, on a plus de salles, mais tu sais, au final, est-ce que c'est une si bonne chose? Je suis pas certaine. Tu sais, des fois, on perd aussi, il y a une partie qu'on perd le contact avec le public, puis ça enlève des occasions à des artistes, des fois, qu'il faudrait découvrir, puis qu'on découvre pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas l'espace, parce qu'il est occupé par des très gros noms dans des très grosses salles. Puis je rebondirais qu'en même temps, on n'est pas à l'abri, surtout aujourd'hui, de faire un spectacle pop-up dans la rue, puis qu'il y ait quelqu'un qui tripe sur la musique, puis qui prenne une vidéo, qui la mette sur TikTok, puis que ça devienne viral. Je veux dire, c'est un conte de fées, mais ça arrive, tu sais, ça. Ben, je pense qu'il faut les faire, ces shows-là. Je veux dire, en fait, puis je comparais souvent, tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec des artistes français, puis il y avait souvent une comparaison entre le live des Français et le live des Québécois. C'est que les artistes québécois, ils jouaient partout pour 100$, pour la porte, puis une caisse de bière, puis tu sais, des conditions des fois poches. Mais à côté de ça, tu avais les Français qui avaient l'intermittence du spectacle. Ils disaient, oh, mais nous, on va jouer juste s'il y a tant de cachets parce que c'est correct. Je dis, ultimement, on voulait tous ça. On voulait tous avoir le même statut d'intermittent au Québec. Mais ultimement, ça fait que les bandes tournaient moins puis étaient moins bons. Quand ils arrivaient à leur moment de gloire où ils auraient dû performer sur une grosse scène, là, ils disaient, il était moins solide que nos artistes qui avaient tourné. Ouais. Puis je prends l'exemple souvent de Johnny Hallyday pour expliquer ça. Le phénomène, c'est que Johnny Hallyday, dans les années 60, il faisait le tour des campings pendant que les cool dudes allaient à Saint-Tropez. Lui, il faisait le tour des campings. Mais il est devenu non seulement le favori de tout le monde en France, mais en plus, il est devenu super bon parce qu'il jouait tout le temps. Tu sais, fait que c'est la différence aussi. Fait que c'est pour ça que jouer dans le marché bail, je pense qu'il faut que les artistes continuent à le faire au début de leur carrière, là, au début pour le fun, mais comme tu dis derrière, parce qu'aujourd'hui, en plus, avec la médiatisation que tu peux avoir en étant juste dans la rue, par un d'autre qui te prend et qui te met sur TikTok, c'est super cool. Mais je pense que la musique et le live, ça peut pas arrêter. Puis il faut trouver des solutions pour que les tournées continuent d'exister, que ce soit pertinent, pas pertinent, mais pas moins, en tout cas, payant, tout le monde qu'on survive, là. Parce qu'il y a de plus en plus de salles, puis c'est une bonne chose en soi pour pour l'accessibilité, mais il y en a peut-être trop aussi des fois, donc il faut faire attention pour pas avoir des salles vides puis des salles où il y a trop. On peut pas aller voir 25 shows par semaine, c'est pas possible. Je peux avoir 7 maximum, puis il ne vaut plus 7 comme j'ai déjà vu, là, mais bon, j'ai pas 25 ans non plus, mais je veux dire, néanmoins, il faut quand même permettre ces shows-là d'exister puis d'avoir des shows justement que Rock Voisine puisse gratter sa guitare puis trouver une clientèle aussi à force de jus de bras un petit peu aussi. Puis qu'après ça, ben, tu vas avoir des labels qui vont embarquer, des tourneurs, mais c'est ça aussi qui va devenir important. Mais pour que les labels, les tourneurs trouvent des artistes, il faut qu'il y en ait des nouveaux aussi, parce qu'il y a c'est cyclique aussi. De toute façon, les artistes peuvent pas tourner pendant 5 ans non-stop. Faut qu'ils se renouvellent, je rajouterais aussi, pour un peu revenir sur toute la conversation qu'on a, que tu sais, la découvrabilité ne dépend pas d'une chose. C'est un peu cette image de c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc c'est bien d'avoir une grosse radio, mais il faut continuer derrière à mettre des efforts, pour
pour être visible, parce que justement, c'est ce que disait Jacinthe au début du podcast, c'est tellement fragmenté en ce moment, tellement les gens sont tellement dans leur vase clos parce qu'il y a plein de canaux qu'il faut essayer d'aller toucher tous ces petits canaux. Donc le live dans la rue, ça peut être une idée, le média traditionnel, ça peut être une idée, utiliser ses réseaux sociaux, etc. C'est un marathon, faut faire plein de choses. C'est certain qu'il faut diversifier, évidemment, toutes les façons de se faire découvrir, de se faire connaître. Est-ce que vous installez des stratégies de découvrabilité? Est-ce que vous avez des trucs où vous dites, OK, numéro 1, c'est ça qu'on fait, numéro 2, c'est ça qu'on fait? Évidemment, il y a les médias sociaux, il y a le TikTok qui est comme, évidemment, qui a pris le dessus sur toutes ces choses-là, puis qui a un niveau d'algorithme très différent, puis on dirait que tout le monde est là-dessus. Est-ce que les entreprises y attendent vraiment de voir quelque chose de viral sur les réseaux sociaux avant de s'intéresser à un produit en tant que tel, ou des fois ça peut être encore le fameux coup de cœur? Je pense que ça fonctionne beaucoup au coup de cœur et le potentiel qu'une entreprise voit, ça va être ça. Si l'entreprise voit qu'elle a un potentiel plus ou moins rapide selon la taille de l'entreprise, l'investissement qu'elle va y mettre, ce genre de choses-là. Mais surtout dans un petit marché comme nous, là, des affaires, ça doit exister, là, des trucs, il y en a, là, des trucs qui sont virales, puis là, tout à coup, quelqu'un voit et tout ça, mais la vaste majorité de ce qui est travaillé reste un coup de cœur, ou en tout cas une vision sur un potentiel d'un artiste à court, moyen terme. Ça c'est clair, là. Je veux dire, on n'est pas comme dans les films et les multinationales, là, tu sais, ils attendent que ça se passe, puis Justin Bieber va arriver, tu sais, ça arrive, va sauver le catalogue. C'est 1 sur 1 million, là, ça. Ça, c'est gagner la loterie, là. Quand t'en as un comme ça, tu t'attrapes, puis... Mais je pense pas que la majorité sont pris comme ça. Puis de dire que TikTok ce n'est que ça, c'est ça pour certains artistes. Encore une fois, c'est comme la radio tantôt. Les artistes de TikTok, là, je l'ai essayé puis ça marche pas. Non, mais c'est parce que ça marche pas. C'est juste pas leur canal. Ça les intéresse des fois pas. Et en plus, le public est pas nécessairement là. Leur public est ailleurs. Ça fait que c'est plus d'essayer de voir il est où le public. Puis après ça, ben dans les choses à faire, ben il y a Métamusique. Là, je vais passer le haut-parleur à Pierre, puis il y a la distribution, puis là, je vais passer aussi le haut-parleur à David. Mais tu sais, je pense que l'idée, surtout, c'est que souvent, on oublie que dans la vraie vie, ben il y a des gens avec qui on travaille. Il y a des salles de spectacle qu'on va visiter. Il y a tu sais, et ça, si c'est pas documenté nulle part, ça n'existe pas. Et c'est ça la chose qu'on a le plus perdu, tu sais, entre le avant et après. C'est qu'avant, là, on pouvait s'asseoir, écouter un album, ouvrir la pochette, passer des heures à lire les crédits. Fait que le réalisateur ou le studio, ça faisait 5 fois que tu le voyais, même si tu connaissais pas ça du tout et que ça ne pas que ça t'intéressait pas, mais c'était pas un naturel parce que t'étais pas dans le milieu de la musique. Tu le savais pareil. Tu sais, la preuve, c'est Studio More Nights. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment. C'est une institution parce qu'il était partout sur tous les gros albums. Puis là, en plus, il y avait des albums internationaux. Ça fait que ça a eu un impact énorme, ce qui fait que mon père puis ma mère connaissent Studio More Nights, même s'ils n'ont jamais voulu travailler dans le milieu de la musique. Tu sais, c'est ça. Mais parce qu'on avait ça. Là, on l'a plus, ça. Fait que là, c'est là où les métadonnées de Métamusique et les métadonnées de la distribution deviennent hyper importants pour réussir à retrouver cet aspect-là qu'on a complètement perdu. Oui, parce que souvent, comment j'explique aux gens ce qu'on fait Métamusique, c'est qu'on remplace, jusqu'à un certain point, la pochette d'avant. On veut que s'assurer. En fait, le slogan, c'est si ça allait dans la pochette, ça va sur Internet, parce que quand on faisait un album, dans mon temps, on l'a pas fait depuis longtemps, mais dans le temps, on les imprimait, puis c'était un rituel faire la pochette. On passait le band au complet, avait un avis à donner sur toutes les pages du livret, le cover, l'arrière, le dedans, les textes, qui a fait quoi, puis
Ben, tu sais, c'est ça, Métamusique, dans le fond, là. C'est qui a fait quoi? Il n'y a pas le design, okay? On ne parlera pas du design, mais tout le reste, qui a fait quoi, qui l'a fait où, quand, comment, et puis après les identifiants uniques, ça, c'est moins sexy, mais au moins qui a fait le quoi, comment, où, ça, ben, c'est les mêmes éléments. Puis je fais un parallèle, oui, avec la distribution, mais aussi avec le propre site web. Tu sais, tantôt, je donnais l'exemple des bandes qui n'ont pas de site web, qui ont dit, moi, j'ai une page Facebook, j'ai vu des bandes, c'est le nom du band.com, ça forward vers une page Facebook. Ils ont acheté le domaine, mais ils ont pas sur une page Facebook. Fait que tu te dis, ben, tu sais, ça aurait coûté 200$ par année d'avoir un petit site web de base, un WordPress avec nom du band.com, /musique, /nom de l'album, tu sais. Puis, comme tu as tous tes albums, tu peux mettre tous tes crédits, puis là, ben, non seulement les gens peuvent aller les lire s'ils veulent en savoir plus, mais en plus, c'est référé sur Internet. Là, tu peux faire un beau texte qui présente tout ça en incorporant tes métadonnées dedans pour que tout ça soit lu par Google, que Google comprenne, fasse des liens entre tous ces concepts-là. Puis après ça, c'est ça l'idée, en fait. Là, j'ai résumé, en gros, là, oui, Métamusique, c'est bien le fun, mais c'est ce que tu en fais après aussi qui va déterminer ce que tu vas en retirer, dans le fond. T'sais. Justement, parlant un peu de ça, des métadonnées et tout, David, est-ce que tu trouves l'implication de Apple Music, Spotify, ou est-ce que tu peux faire le fameux 3 petits points view credits pour voir les gens qui ont travaillé et tout ça, à quel point ça l'a changé dans les dernières années, parce qu'évidemment, c'était quelque chose qui n'était pas commun dans ce niveau-là. On l'avait avec iTunes au début, on l'avait perdu avec Apple Music et là, ils l'ont rapporté. Est-ce que tu vois l'impact de ça un peu dans ton travail aussi? Je vois pas encore forcément l'impact parce que c'est souvent pas bien rempli. Il faut souvent expliquer aux artistes que c'est important de le remplir. Vous ferez le test, il y a beaucoup d'artistes, quand vous faites sur Spotify View Credits, il y a plein de champs qui sont vides encore. Oui. Donc, en fait, on voit pas les résultats positifs parce que les gens le font pas forcément, mais tu sais, comme expliquait Pierre, c'est toutes des liens qui vont se faire, qui sont importants et qui font qu'après les sites travaillent. Donc, c'est important qu'il soit visible, puis c'est important qu'il soit rempli. Puis je pense que aussi, si on fait un comparatif, peut-être comme on parlait du studio Morin Heights, avec cette pochette-là, c'était physique, c'était quelque chose que tu pouvais prendre le temps de lire. Oui. Je suis pas un artiste, auteur, compositeur. Mon réflexe numéro 1 quand j'écoute une chanson, c'est pas d'aller voir qui a fait la production, dans quel studio ça a été fait. Ça va être add the playlist. J'ai aimé ça, m'a rajouté à cette playlist-là qui est dans cette vibe-là, ou elle s'est fait ajouter à une playlist qui a été générée avec mon algorithme d'intelligence artificielle. Fait qu'on voit comment qu'on pourrait rendre ces métadonnées-là. Pierre, tu l'as dit, le plus sexy. C'était pas sexy, mais comment qu'on pourrait le rendre plus sexy? Il y a quelques moi, je vais te donner un exemple. Vas-y, Jacin, vas-y. Oui, moi, je vais te donner un exemple. Là. On sort complètement, mais c'est en classique. Parce que nos plateformes, en fait, sont conçues pour de la musique pop. Fait que c'était toujours l'artiste principal. Puis avant, on ne voyait pas qui était le compositeur ou l'auteur des chansons. Et ça, c'était un problème énorme pour la musique classique. Ce qui fait que Mozart, malgré qu'il soit décédé et qu'on ne sache même pas de Yuski, il était meilleur vendeur il y a une couple d'années au Billboard en termes de streaming parce que tout le monde mettait Mozart comme artiste plutôt que de mettre les vrais artistes qui performaient. Et là, c'est devenu tellement la risée qu'on le voit maintenant, par exemple, sur Spotify, le compositeur est considéré comme un artiste. Fait que la minute que tu mets classique, le compositeur, puisqu'il est un outil de recherche, devient un artiste principal, même si tu l'as rentré dans le compositeur. Wow. Fait que ça, plus ça va être bien rentré, plus ils vont voir leur avantage. Eux, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt sur, mettons, Facebook ou les médias, ou, tu sais, ils veulent que tu restes sur leur plateforme le plus longtemps possible. Plus tu cliques puis tu te promènes dans cet univers-là, le plus qu'ils sont heureux, eux, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent te garder captif. Ça fait que plus qu'on leur donne de l'information, plus qu'ils vont être capables de faire des liens. Tu sais, je donne un autre exemple, là. Oui, tu sais, moi, je fais une recherche en parallèle sur des trucs au niveau de la découvrabilité puis des plateformes. Puis, dans le cadre de cette recherche-là, il y a eu des entretiens qui ont été faits avec les plateformes, leur demandant est-ce que vous allez voir les infos qui sont mises sur Wikipédia, Wikidata, toutes les bases de données ouvertes. Puis, on dit, ben non, personne ne les remplit, c'est pas assez fiable. Fait à partir du moment où on met déjà juste, on livre aux distributeurs puis on fait même pas cet effort-là, là.
C'est quand même quelque chose. Ça fait que là, à un moment donné, c'est sûr que les recommandations sont pas nécessairement bonnes à partir du moment où on rentre pas toutes les bonnes affaires. Et si on rentre les bonnes affaires un peu partout, bien, à un moment donné, pour eux aussi, ça va devenir intéressant d'aller chercher ces infos-là parce qu'ils veulent faire des bonnes recommandations. Oui. Fait qu'il faut leur donner faut contrôler ce qu'on peut contrôler. Et ce qu'on peut contrôler, c'est minimalement bien documenter nos affaires partout pour après ça, être capable de dire aux plateformes, bien, vous pouvez nous recommander mieux. Regardez, tous les crédits sont là. Ouais, c'est ça. Et là, à partir de là, ils n'ont pas grand-chose à dire. C'est comme si on leur donne des outils. C'est juste qu'il faut qu'on se donne la peine, par exemple. C'est clair. Ben, j'ai un exemple aussi de Tidal qui fait des playlists maintenant par réalisateur, par exemple. Oui. Donc ça, c'est super intéressant. Avec si t'as aimé telle bande, puis j'ai découvert des tunes d'un gars qui avait réalisé des bandes tout dans le même genre, tu fais wow. Tu sais. Puis là, mais si t'as pas mis ton réalisateur, ben tu seras pas dedans. Fait que, il y a une logique à mettre en place. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de labels qui se font demander par leur tune, hey, je suis pas dans tel line-up, je suis pas dans telle tune. Ben, là, nous, on dit, ben justement, la preuve en est, c'est que tu veux être bien documenté. Faut que tout soit bien fait à la base. Rends-toi disponible dans nos outils, justement, pour être facilement associé à tes tunes, à tes œuvres, à tes créations. Puis c'est ça, en fait, la clé, au final, c'est de bien noter aussi, parce que on me dit aussi que des fois, un album, c'est long à réaliser. Donc, des fois, ça se fait dans le studio maintenant, à la maison. Il y a un gars qui vient, puis on oublie de le noter, puis il fait une track de guitare. Puis là, 1 an et demi après, la tune est sortie. Puis là, le gars, il dit, mais hey, tu peux pas donner mon crédit dans telle tune ou tel album. Oh, ben, je vais l'oublier. Fait que là, ben, prenez des notes. Il y a aussi cet effort-là, c'est que si vous faites un album, même si ça prend des mois, des années, ouvrez-vous un carnet de bord, ouvrez-vous un cahier, ouvrez-vous un Excel ou un Word, à la limite, je ne sais pas, peu importe l'outil que vous voulez, mais prenez des notes sur qui fait quoi quand, pour que justement tous vos crédits soient bien documentés, parce que ça va avoir un impact au final sur faire des liens entre tous ces gens-là, dans le fond. Et je rebondirais rapidement pour l'aspect un peu distribution. Encore une fois, je trouve que les plateformes sont pas forcément adaptées. On avait l'exemple de la musique classique qui est aussi le même pour le jazz. Faire une sortie de jazz, c'est comme mon enfer. C'est pour ça que j'ai perdu tous mes cheveux. Là. mais tu sais, moi j'ai l'exemple, par exemple, d'une artiste avec qui on a travaillé, qui, quand elle s'est rendue compte que sur Spotify, parce qu'elle était dans le genre classique, il y avait l'apparition des musiciens, des compositeurs, etc., en même titre qu'elle en tant qu'artiste, et que son vrai nom de compositrice apparaissait, ça lui a posé problème. C'est peut-être de voir aussi comment travailler avec les plateformes pour faire en sorte que les crédits soient mis de l'avant, mais que ça reste, tu sais, je veux dire, quand tu regardais une pochette, oui, tu sais c'est qui le studio, le réalisateur, mais ça reste que la première chose que tu vois, c'est le titre de l'album, puis l'artiste. Ouais, je trouve qu'en ce moment, le système est pas assez bien fait parce qu'il y a personne qui clique sur les 3 petits points en savoir plus. Et quand on est dans l'aspect jazz ou classique, bah, des fois, c'est mêlant de voir tous les noms puis de te dire, mais c'est qui l'artiste de ce produit-là, tu sais? Parce qu'il y en a, ça les intéresse pas forcément de savoir qui est le réalisateur. C'est comme faut le voir un peu comme le cinéma, tu sais. Le cinéma, c'est ça, tu sais, on a le nom du film, on a les acteurs, puis après, t'as le réalisateur, les scénaristes, les machins, etc. Je pense qu'on a à la fin du film, d'ailleurs. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a qui finissent l'œuvre. Moi, je lis tous les crédits. Mais tu sais, il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, sur le fait que la musique est principalement sur des plateformes numériques aujourd'hui. On n'a pas tout adapté encore. Je pense que des choses peuvent être pensées. Évidemment, on a perdu le côté tangible. Ça, c'est évident. Le côté qu'on peut... Le physique, puis le fait que les gens écoutaient un album de A à Z, oui, il y en a encore qui le font, évidemment, le vinyle rapporte ça, mais c'est pas tout le monde nécessairement qui consomme le vinyle. Oui, c'est une partie du marché, mais c'est pas tout. Selon vous, mettons, si vous avez un souhait pour les trucs qui sont justement les plateformes numériques, ça serait quoi votre plus grand rêve pour que tout ça soit vraiment bien géré? Évidemment, Pierre, tu vas dire que tout le monde utilise Metadata, puis avec raison. Et je pense que toute l'industrie devrait le faire. Mais autre que ça serait quoi la plateforme de rêve avec les trucs qui vous montrent? Ça serait-tu quelque chose d'animé qui propose des trucs pendant et pas juste le même loop de 15 secondes? Comment vous voyez ça? Je pourrais commencer peut-être avec David, vu que tu es un peu plus là-dedans à chaque jour, littéralement.
Bah moi, il y a une plateforme que j'aime beaucoup, qui je trouve fait les choses très très bien, mais malheureusement, c'est pas reconnu comme une plateforme de distribution, c'est Bandcamp. Je trouve que Bandcamp aujourd'hui, je veux dire, t'ouvres l'album, tu les vois justement les crédits, l'artiste a toute la liberté de rentrer ce qu'il veut, t'as les paroles, tout est disponible, tout est facile. Le problème, c'est que Bandcamp aujourd'hui, ça parle encore une fois plus à des tripeux de musique ou des gens qui sont dans une niche. Donc pour moi, ce serait la popularité d'un Spotify mis sur un Bandcamp. C'est bien dit, ça. Je pense que d'avoir la liberté que tu as sur Bandcamp de faire la même chose, dans le fond, c'est une interface de plus d'aller éditer la même chose sur Spotify pour pouvoir mettre les merci. Nous, on les a pas ajoutés parce qu'on est dans les métadonnées officielles, mais la journée où on pourrait très bien ajouter les merci pour créer des liner notes, pour remplacer jusqu'au bout l'exercice, mais c'est la même affaire, dans le fond. Je pense que le Bandcamp, pour moi, est ce qui est le plus proche aujourd'hui d'une pochette d'album, en réalité. Mais c'est comme tu dis, David, c'est que c'est une niche qui va aller voir ça, qui va aller l'acheter surtout là-dessus. Le reste va l'écouter, puis c'est bien correct aussi sur Spotify. Là, ça fait partie des joies et des peines. Mais le fait d'avoir même mais tu sais, je dirais que les artistes, il y a un player Bandcamp, là, corrigez-moi si je me trompe, il y a un player que tu peux aider. Je pense que des gens utilisent trop le player Spotify. Ils devraient utiliser plus il y aurait avantage à utiliser plus le player Bandcamp parce que justement, les gens s'habitueraient. Les gens verraient qu'il y a un bouton acheter, puis ils peuvent acheter un CD. Tu peux le mettre partout à différents endroits sur tes propres de communication ailleurs. Déjà, ce serait. Il y a ça, c'est qu'à la limite, un Spotify fasse plus la part belle aux espaces de l'artiste lui-même pour qu'il puisse aller acheter l'album carrément, là, pas juste l'écouter. Les bons moutons, je comprends, on est toujours dans cette logique-là. Ils veulent se prendre des cotes, ce monde-là, ils veulent pas te donner la chance de faire de l'argent. Mais de la même manière qu'une plateforme peut se donner accès à ses fans, que tu peux communiquer avec tes fans directement, ils n'ont pas juste avoir des fans latents. Je suis moins dans la gestion des relations de fans avec les plateformes, mais je sais que ça manque, ça, clairement. Absolument. Puis justement, on en parle d'un point de vue industrie. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, une maison de disques a tout intérêt à ce que ces artistes soient sur Bandcamp et à développer du public là, parce qu'ils peuvent communiquer directement avec ces artistes-là, ces fans-là. Puis ces fans-là, souvent, dépensent de l'argent sur les projets. Tu sais, c'est une consommation de musique complètement différente. Donc, ça reste niche, mais c'est une plateforme qui est quand même intéressante aujourd'hui, puisqu'il y a des artistes qui tirent pas mal de revenus de Bandcamp parce qu'ils l'ont bien développé. Il ne faut pas négliger l'aspect, parce que tu sais, on s'est souvent targué au Québec de continuer à vendre des disques. Puis là-dedans, il y avait une vente de disques qui était une vente de soutien. Okay? Je pense qu'il y avait une vente qui était d'écoute, puis de je suis fan, puis je l'achète, puis je l'écoute, puis tout ça. Mais il y avait une vente aussi qui était, lui, il est cool. Moi, l'acheter son CD. Peut-être pas l'écouter, vous pouvez l'écouter de temps en temps, mais on s'entend qu'elle avait une part d'achat qui était liée au soutien de l'artiste. Puis ça, je pense, on doit remettre ça en avant. Acheter un 20$ de numérique à la limite, ou acheter la relation, puis même la logique de donner son email à une époque, je te donne mon email, tu donnes ton email, je te donne de quoi en échange, qui est une tonne, qui est un stickers, whatever, mais tu sais, cette dynamique-là de recréer des liens directs, puis le email est encore un outil de communication important, d'entretien. Fait que pour un label, et surtout pour un label qui a développé un son, puis dis-moi, il y a des gens qui aiment le label. Moi, il y a des labels que j'aime, tu sais, puis j'écoute. Non, mais tu sais ils vont sortir n'importe quoi, moi l'écouter. Je ne vais pas tout acheter, mais je vais l'écouter, je vais tendre l'oreille parce que généralement, leur son est bon. Tu sais. Ça, il y a plein de gens qui ont cette relation-là, sans le savoir nécessairement d'ailleurs, parce que comme ils n'ont pas de relation avec le label, mais avec un Spotify en ligne, ils ne savent pas en fait ça, cet élément-là. Même le label n'est même pas mis en valeur. Donc, tu sais, le volet, que je dis label, étiquette, regroupement ou artiste, même rendu là, tu sais, il y a plein de dynamiques, à mon avis, de liens à faire entre tous les contributeurs. C'est pour ça que je reviens toujours à mes contributeurs, c'est que si tu mets tout le monde qui a travaillé sur ton album puis qui est en lien avec ton album, ça se peut qu'à un moment donné, il y a des liens qui se fassent puis que les gens... Un label pourrait très bien entretenir des relations avec des fans à titre de label que les gens ont adhéré à ça. Ça, comme tu dis, le Bandcamp, là, on vient là-dessus, mais le Bandcamp est crucial, à mon avis, pour Moi, je suis très site web. Oui. Je vais aller à l'encontre de mes collègues. C'est bon, ça. Moi, je vais créer un peu de controverse. En fait, c'est juste parce que Bandcamp, c'est une super plateforme, mais
ça appartient à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est tu as raison. Là, et ça, moi, ça me fait tout le temps peur parce que je me dis, mais tu sais, encore une fois, là, ça trahit notre âge à Pierre et moi, mais on a connu MySpace qui était fabuleux. MySpace, c'était incroyable. C'était génial. Mais c'est mort. Oui, c'est très mort. Très mort. Mais c'est très, très mort. Et puis ça, on est dans un milieu où ces plateformes-là apparaissent, sont rachetées, changent. Moi, j'en ai vu de la plateforme là, disparaître, être rachetée, mal vieillir. Ça a été racheté 2-3 fois, d'ailleurs, Bandcamp, là, depuis 2-3 ans. Bandcamp, exact, c'est ça. Alors tu sais, le site web, on le contrôle. Si le label veut pas avoir un site web trop compliqué, ben qui encourage les artistes à avoir un site web qui a une boutique, tu sais, je veux dire, parce que là, tu sais tout, tu as le lien avec ton fan, tu peux le monétiser, tu peux créer des promotions particulières, tu sais, mais tu vas toujours garder ce contrôle-là parce qu'il est chez toi. Et tant et aussi longtemps que tu as une carrière, tu vas garder ces éléments-là, alors que de toujours te fier sur une plateforme, ça revient un peu à ce que Pierre disait tantôt. Là, moi, j'en ai vu des artistes, là, ouais, c'est toi, ça sert à rien, j'ai un Facebook. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle bébelle, c'est comme moi, mais je suis là-dessus, c'est correct. Puis les crédits, vous pouvez les écrire sur votre site web. Vous pouvez mettre un player sur votre site web. Vous pouvez faire plein de choses. Fait qu'il y a un contrôle là qui est bien plus grand. Fait que moi, je pense que c'est surtout déjà de commencer par ça. Puis après ça, ben partout où la musique est envoyée, toujours tout mettre. Puis, tu sais, c'est vrai que les plateformes, ils ont beaucoup de défauts. Leur ergonomie est moyenne. Des fois, des fois, on voit pas tout ce qu'on veut. Des fois, il y a des affaires qu'effectivement, il y a des gens que ça intéresse pas non plus de tout savoir, les crédits. En même temps, là, ils vont se mettre à le demander. Il y a des plateformes qui commencent et qui ont déjà averti qu'ils vont demander tous les crédits, là. Oui. C'est comme ça passera pas dans la machine. C'est on est aussi bien de le faire tout de suite parce que il y a aussi des artistes présentement qui réessayent de tout alimenter parce qu'ils se rendent compte qu'il manque plein d'affaires maintenant. Puis que ce soit des paroles, que ce soit des crédits, peu importe. Revenir sur du vieux catalogue, je peux vous dire que c'est un enfer à faire. C'est long, c'est pas le fun. Faut que tu retrouves tes pochettes, tes ouvres. Là, faut que tu retapes ça à mitaine. Ça fait pourquoi pas le faire pendant qu'on est dedans? Fait que juste ça. Ouais. Juste ça. C'est déjà là. On a tous pas le temps en avant dans le temps. C'est clair. Les métadonnées en 2004, là, c'était pas clair que c'était. Personne. C'est ça. Personne n'était intéressé à ça, là. Fait que, tu sais, juste prenons des bonnes habitudes. Moi, je le vois comme ça. Puis gardons le plus d'affaires possible chez nous plutôt que sur des plateformes sur lesquelles on n'a pas de contrôle, qui sont souvent étrangères. Fait qu'un site web, c'est comme le cœur de ce qu'on peut avoir au niveau numérique. Puis après ça, ben, c'est d'avoir des bonnes habitudes puis de mettre toutes les infos tout le temps partout où ce qu'on envoie notre musique. Après ça, au moins, on maximise nos chances d'être découvrable puis on maximise les chances de faire de l'argent. C'est vraiment ça, là. Je vais soutenir moi aussi, je vais soutenir dans la question du site web. Je pense beaucoup de bien de Bandcamp parce que comme c'est facile pour d'avoir ça. C'est un faut y être, je veux dire, faut y être de toute façon, néanmoins, soyez-y plutôt que de ne pas y être, c'est mieux. Mais effectivement, un site web, ça coûte pas super cher, il y a moyen de faire des affaires de qualité avec quelques centaines de dollars maximum, puis il y a des demandes de sub qui peuvent être faites pour ça en plus. Puis c'est vrai que effectivement, tu sais, je donnais l'exemple d'aller nous, tu sais, on met ta musique, par exemple, quand tu fais un album, tu peux exporter un fichier avec toutes tes métadonnées dedans, tu peux aller coller, ça va donner un tableau que tu peux aller coller dans ta fiche album, puis tu peux même en faire un article, tu peux dire, quand il y a un article, mettez ta nouvelle, elle doit inclure toutes les métadonnées musicales, fait que, tu sais, tu peux tout lier ça entre eux, mettre ton player ou un player externe ou le tien, mais un player, avoir ta petite boutique, ça peut être aussi, ça coûte pas toujours très cher, il y a moyen de faire des choses quand même de qualité avec peu de moyens, qui ne demandent pas, à moins que tu aies vraiment des gros inventaires, mais si tu fais artiste par artiste ou label par label, généralement ça se maintient, à moins d'avoir un gros label.
mais des petites structures, ça peut facilement là, se gérer, mais ça vaut la peine d'investir dans ses propres outils, puis de créer du contenu pérenne. C'est-à-dire qu'un post Facebook ou d'avoir des liens, juste des liens MailChimp pour annoncer des nouvelles, t'as pas référencé ton propre site web, t'as pas ramené du trafic chez toi, c'est faux. Il y a une grosse littératie numérique à remettre dans l'industrie qui est toujours là, en fait. C'est toujours un enjeu. Parce qu'on n'a pas le temps. Puis là, je ne tire pas la pierre à personne, puis on est tous dans le jus, puis on est tous débordés, puis le numérique n'a pas enlevé de la job. C'est d'ailleurs un truc qu'on reproche potentiellement, qu'on reproche sans le savoir à métaniser, en disant « une autre affaire que je vais devoir faire en plus ». Non, une affaire en moins. Exact. Et bien le faire, évidemment. Bien le faire, mais le numérique, si tu le fais bien, puis tu prends les bonnes habitudes d'avoir un bon site web avec, tu fais un communiqué de presse, ben, tu as un communiqué de presse, là, si tu le fais encore en JPEG, comme je le vois encore le faire parfois, ben, tu perds tout le référentiel, le référencement que tu peux avoir. Ce que tu veux, c'est ton communiqué de presse, puis le mettre dans un article dans ton site web pour que les mots-clés qui sont là-dedans, les données musicales que tu as insérées subtilement dans ton texte, vont faire en sorte que Google va comprendre qu'on parle d'un album de X band ou X artiste sorti, réalisé par X personnes avec tel artiste qui joue dedans en featuring, puis tout ça. C'est ça que tu veux faire, en fait. T'sais. Puis que tu as fait une pochette avec un tel artiste. Fait que c'est tous des mots-clés liés ensemble là, que tu veux. T'sais. Fait que dans le fond, si on peut résumer aujourd'hui, c'est qu'il faut envoyer les bonnes informations aux bonnes personnes pour qu'après ça, ils le mettent sur les bonnes plateformes, puis après ça, qu'on puisse les écouter. C'est aussi simple que ça, vraiment. Puis, pas oublier aussi d'écrire le bon nom de chanson quand tu le mets sur Napster. Ça aussi, c'est bien important. Mais merci beaucoup. On ne peut pas vous remercier assez d'avoir, évidemment, partagé toutes vos connaissances. Merci, Pierre. Merci, Jacinthe. Oui. Je vais le dire comme il faut. Et merci, David, d'avoir, évidemment, fait cette belle entretien avec nous autres. Puis, c'est ça. On se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Bye.